Aussi bizarre que cela puisse l'être, nous avons tous cette sorte d'intérêt pour ce qui fait peur. Que ce soit seul, entre amis ou en famille, nous nous sommes tous laissés tenter par l'expérience de l'horreur, dont le but est de volontairement faire ressentir de l'angoisse et une répulsion chez le spectateur. Et pour ressentir cette sensation horrifique, il existe plusieurs moyens. Par exemple dans la lecture, la mythologie, plus récemment dans le cinéma, et plus récemment encore dans les jeux vidéo. En effet, on voit apparaître de plus en plus de jeux qui ont pour but de nous terrifier. Resident Evil, Bendy, Hello Neighbor, pour n'en citer que quelques-uns. L'horreur semble prendre une place importante dans le monde des jeux vidéo, et ce depuis quand même quelques années. Le genre horrifique est apparu dans les années 1981 avec ce qui est considéré comme le tout premier jeu d'horreur, Haunted House. Et la seule raison pour laquelle on la désigne comme un jeu horrifique, c'est dû à son concept. On est dans un manoir avec des fantômes, des labyrinthes, des énigmes, un vrai jeu terrifiant. Bon, vous voyez bien que d'un point de vue graphisme, il n'y a rien d'horrible et même niveau du gameplay, ce jeu n'a rien d'horrifique. Si on veut trouver les vrais premiers jeux d'horreur, il faut plutôt regarder du côté de Alone in the Dark, Resident Evil et Silent Hill, qui sont pour la plupart de la population les vrais premiers jeux d'horreur, et qui ont donné naissance à l'un des meilleurs genres de jeux qui existent, le survival horror. Dead Space, The Forest et The Last of Us sont des jeux de survival horror qui doivent tous leur existence à ces parents du jeu vidéo. Avoir des jeux qui font peur c'est bien, mais qu'est-ce que la peur ? Alors ça peut paraître une question philosophique un peu chiante comme ça, mais la peur c'est pas compliqué, c'est un mécanisme de survie de base. Elle est tout simplement là pour nous permettre d'éviter le danger ou la mort. Imaginez si nos ancêtres n'avaient pas eu peur en voyant les mammouths, on serait pas là. Lorsque nous sommes confrontés à une situation dangereuse, nous avons en général 3 options. Nous battre, fuir ou rester immobile pour passer inaperçu. Et le choix qu'on va faire dépend de plusieurs facteurs, qui est notre prédateur, quelles sont nos capacités physiques et mentales, etc. Tout ça c'est très théorique, de façon plus scientifique, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau ? Le centre de ce processus c'est l'amygdale. Elle joue un rôle important dans la perception des menaces. Imaginons que vous vous promenez dans la savane et que vous vous retrouvez face à un lion, ce qui n'arrive pas fréquemment, je le conçois, l'amygdale va recevoir un signal, ce qui lui permet d'identifier rapidement les menaces potentielles. C'est dans ces situations que nous sommes tétanisés et paralysés. Une fois que l'amygdale a identifié la menace, c'est au tour du cortex préfrontal d'intervenir. Il est impliqué dans la prise de décision, la planification, la résolution de problèmes et est responsable de la régulation et du contrôle des réponses émotionnelles et comportementales. C'est lui qui analyse la situation et juge de si elle est vraiment menaçante ou non. Vous n'allez jamais essayer de vous attaquer à un lion, et c'est grâce à lui qu'on arrive à rester calme et rationnel. Une fois que la menace est détectée, l'amygdale va re-rentrer en jeu et va activer le système nerveux, ce qui déclenche la libération d'adrénaline et d'autres hormones du stress. Cela entraîne une série de réponses psychologiques telles qu'une augmentation du rythme cardiaque, une respiration rapide, des sueurs, qui aident à préparer le corps à une action immédiate. Enfin, la menace face à laquelle vous avez dû faire face va être d'une certaine manière encodée et stockée dans l'hippocampe. C'est une région du cerveau impliquée dans la formation et la récupération des souvenirs. Cela va vous permettre de reconnaître une menace que vous avez déjà rencontrée. Après ce petit cours sur le fonctionnement du cerveau, comment est-ce qu'on fait peur dans une œuvre de fiction de manière bien plus concrète ? On a de la chance car Stephen King, le créateur du livre Ça, nous donne une vingtaine de conseils pour faire une bonne histoire horrifique. Je vous ai mis l'article présentant ces 20 conseils dans la description. Ce qu'il faut principalement retenir de cet article, c'est qu'il y a 3 choses à respecter. D'abord, avoir une bonne introduction. Elle doit donner l'envie de poursuivre l'histoire. Elle va être chargée de donner l'atmosphère, l'idée globale et surtout l'ambiance bien particulière des jeux d'horreur. Ensuite, il faut bien gérer son rythme. En effet, à partir du moment où vous maîtrisez le rythme de l'histoire, il est possible de véhiculer un tas d'émotions en variant du lent au rapide au modéré. C'est l'un des principaux piliers pour avoir le contrôle sur son spectateur. Pour finir, dans le scénario, il faut un élément déclencheur, quelque chose, un incident, qui vient tout changer et donner du sens au récit. Alors tout ça c'est bien beau, mais là on a des conseils d'un écrivain. Toutefois, nous on parle de jeux vidéo, où il n'y a pas que l'histoire qui importe. Donc que devons-nous rajouter ? D'abord, c'est mieux d'avoir un jeu à la première personne, voire en VR. Un jeu à la première personne, c'est pour moi indispensable. C'est bien plus immergent, on se sent bien plus intégré et concerné, ça va renforcer les sentiments, et si en plus on peut mettre de la VR, c'est parfait. Là on est directement la victime, de quoi avoir une belle frayeur. Ensuite, il faut un bon environnement. Des lumières sombres, des espaces étroits et des éléments semblants abandonnés qui vont créer une atmosphère très oppressante. Regardez cette scène-là. Elle paraît calme, douce, rien de bien flippant, mais là, c'est pas pareil.
Enfin, évidemment, la musique. C'est elle qui va considérablement influencer l'ambiance globale d'une scène. La plupart du temps, on va privilégier une musique douce avec des notes graves et quelques notes aiguës pour le contraste, et avec ça, vous avez une musique parfaite pour un jeu d'horreur. Encore une fois, un exemple de la même scène avec deux musiques différentes. En définitive, quels sont les meilleurs jeux d'horreur, les plus terrifiants, ceux qui vont à coup sûr nous faire trembler? Eh ben, je sais pas. Non, en toute franchise, je n'ai pas joué à beaucoup de jeux d'horreur, et donc je ne sais pas lesquels sont les meilleurs, j'ai pas assez de recul. Je m'en remets donc à vous. Dites-nous en commentaire avec toutes ces informations, quel est le meilleur jeu d'horreur, que ce soit d'un point de vue objectif ou personnel. Je serais ravi de vous lire. En revanche, malgré le fait que je n'ai pas joué à beaucoup de jeux d'horreur, il y en a un qui a quand même retenu mon attention, Poppy Playtime. Vous l'avez très probablement vu passer, il fait beaucoup parler de lui, et en plus, le chapitre 1 est gratuit sur Steam, vous n'avez donc pas d'excuse pour ne pas aller y jouer. Poppy Playtime est tout simplement terrifiant. Il respecte l'intégralité des principes évoqués, un jeu à la première personne avec des environnements réellement oppressants, une bonne musique, une introduction bien glauque, un rythme parfaitement maîtrisé et un moment qui nous a tous fait sursauter. Et qui justifie le fait que je pense que ce jeu fait partie des plus terrifiants. Je vais spoiler le jeu, donc sautez cette partie si vous avez prévu d'y jouer. On vient de sortir d'une énigme, la musique est aussi calme que le rythme, on avance sans trop réfléchir et... Oh! Allez, on y va les yeux fermés les... Ouais! C'est quoi ça? Pour l'instant, c'est vraiment un jeu en forme. Oh! Je l'ai attrapé. Qu'est-ce qu'il veut? Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah! 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 Oh non! Avance! Oh! Ouais, c'est quoi ce jeu de merde? Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce que je fais vous plaît, ou juste mettre un like, ça m'aiderait beaucoup. Et moi je vous dis à une prochaine fois.